Bonjour à tous. Je suis Éric Dauteloup, donc directeur associé d'Acemis. On est un cabinet de conseil et de formation. Et je vous propose d'accueillir chaleureusement les intervenants de la table ronde d'aujourd'hui. Je vais commencer par Julien Chessial. Donc, Julien est cofondateur de meilleuragent.com et il pilote la conception et la réalisation des nouveaux produits. Ensuite, je propose de faire venir Laurent Cholanami, qui est... Donc, Laurent est directeur général adjoint de Figaro Classified et il est en charge du développement digital des produits. Vous connaissez Explorimo aussi, cadre emploi, quel job, etc. Cyril Janin, qui est le directeur général de Logikimo. Donc Logikimo, filiale de Spire Communication et accessoirement fondateur de quel job aussi, il y a quelques années. Geoffroy Lapointe, qui est directeur général de Polyris. Donc la plupart d'entre vous connaissent Polyris, c'est une des filiales de Sologer et en charge du développement des outils au service des agences immobilières. Vous connaissez Périclès, les agences web, etc. Et mon dernier intervenant, Laurent Pavillon, directeur marketing et communication. Directeur marketing et communication de BNP Paribas Real Estate, passionné de marketing digital, d'innovation, de parcours client. Et en quelque sorte, il fait un peu partie des clients bénéficiaires des 4 autres intervenants. Alors, on va rentrer dans la logique du big data, mais avant, on va faire un peu du local data. Juste pour cibler, qui vous êtes? Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes agent immobilier? Ok, 50%. Promoteur? Ok. Dernière question pour alimenter nos systèmes de données. Big data, levez la main si pour vous c'est un concept qui est clair. Waouh. Bon, venez avec nous à ce moment-là. On va essayer de parler big data prédictif. Le big data, on en parle partout. Il y a des chiffres qui sont absolument impressionnants sur le sujet. J'en ai relevé quelques-uns là pour préparer la table ronde. Alors, bon, c'est des chiffres comme les études, on en trouve partout. 125 milliards de dollars sur 2015 pour IDC, voilà, on voit que c'est un marché qui, en tout cas, sur le plan technologie, est extrêmement impressionnant, avec une croissance très forte des volumes de collecte de données qui explosent chaque année. De manière plus concrète, 2 grandes entreprises sur 3 disent qu'en 2015, ils ont fait leur premier pas dans le big data, ce qui semble un peu cohérent avec les mains qui se lèvent dans la salle. Toujours selon IDC, 70% des grandes entreprises achètent aujourd'hui des données externes qui leur servent à compléter les données qu'ils ont les données opérationnelles qu'ils ont pour gérer leur activité. Et quelque chose qui est frappant, c'est si on se projette à 2019, c'est 100% de ces grandes entreprises qui disent qu'elles auront des données externes qui vont enrichir leur activité. Voilà. Alors, la question à laquelle on va chercher à répondre aujourd'hui, c'est finalement quel impact pour l'immobilier, qui est concerné et quelque part, est-ce que mieux prédire les comportements de nos clients dans le secteur de l'immobilier? Est-ce qu'on est dans le domaine du rêve, du fantasme ou de la réalité? Donc, bon, on va essayer d'aborder ça de manière modeste, mais en tout cas, aujourd'hui, par les exemples qu'on va prendre, l'objectif est de partager ensemble une vision de qu'est-ce qui pourrait se passer demain dans le monde de l'immobilier. Voilà, et à la fois pour tous les acteurs du secteur, mais aussi pour les clients finaux qui sont quand même un point important. Alors, puis après, je vais rejoindre mon siège, qui est le siège noir, hein, comme ils me l'ont laissé. Donc, je vous propose comme premier sujet de dire de quoi on parle finalement. Vous avez l'air d'être très à l'aise sur c'est quoi le big data. Ma première question va être pourquoi dans le monde de l'immobilier, le big data, c'est quelque chose d'important et qu'est-ce que ça recouvre? Je laisse la parole à Cyril.
tu veux. Ça marche? Oui. Moi, ce que je voudrais dire, on parle de big data, on est en France. C'est important de recadrer le débat dans un pays qui est quand même où la législation est très protectrice, dans une situation judéo-chrétienne, où les datas, il y a la CNIL, au niveau européen, c'est quand même très protégé. Et par ailleurs, je vais donner un exemple sur Facebook. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur Facebook? Sur Facebook, on peut mettre un immeuble en vente, en promotion, qui vient d'un promoteur, donc il va le mettre sur le Logikimo 9, dont on va le relayer sur Facebook. Et puis ça va générer des contacts, il y aura des ventes qui se feront ou qui ne se feront pas. Moi, Logikimo, je sais très peu de choses. Je sais que ça a marché, que ça a généré des contacts. Facebook, lui, a aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il sait que ce programme immobilier à Montauban, c'est un directeur d'école à Cahors, c'est un médecin à Rodez qui ont acheté un lot. Et il a une foultitude de données qu'on appelle Big Data. Pourquoi? Sur Facebook, Big Data, ça veut dire beaucoup de données et qui sont de façon hétérogène. Sur Facebook, vous avez votre statut, marié ou pas, enfin plein d'infos, vos amis qui y sont, votre mur d'information, qu'est-ce que vous publiez sur les autres murs, et Facebook, il a déjà tout ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça existe déjà. Nous, acteurs français, on est super en retard, et si on s'y met pas, si on ne se met pas à utiliser tous ces volumes de données, ben on va se faire manger la laine sur le dos, comme sur pas mal de secteurs. Donc ça, c'est un exemple concret à aujourd'hui. Facebook, sur l'immobilier, fait du big data parce qu'il a une foultitude d'informations que vous et nous n'avons pas. Ok, alors, est-ce que, Geoffroy, on parle de big data, on parle de stockage de données, on parle de quelles données, pour quels usages? Alors justement, comment on est passé de data à big data soudainement, et qu'est-ce qu'il y a un peu derrière ce concept? Avant, quand on captait, ou avant et encore maintenant, parce qu'on fait encore beaucoup de data, quand on capte de la donnée, c'est pour un but précis. C'est-à-dire, on disait, OK, je veux mesurer ça, donc il faut que je mette un capteur quelque part, que je mesure, et puis je vais restituer un résultat. Aujourd'hui, le big data, ce qui a changé, c'est que depuis, je dirais, une dizaine ou une quinzaine d'années, c'est on stocke énormément de choses. C'est-à-dire que Carrefour, il sait tout ce que vous achetez, etc. Il ne sait pas encore trop quoi en faire. Et justement, dans la notion de big data, il y a stocker des data sans savoir quoi en faire. C'est une des nouveautés par rapport à avant, où quand on allait chercher de la data, on savait pertinemment ce qu'on allait en faire. Aujourd'hui, c'est ça qui a changé. On stocke et on verra bien ce qu'on en fera plus tard. Un exemple, dans le procès qui oppose Jérôme Kerviel à la Société Générale, à un moment dans la défense, dans la préparation de ce procès, Société Générale s'est tournée vers HP en disant, vers la partie solution Big Data d'HP, en disant « Je veux pouvoir aller chercher dans tous les PC de tous mes collaborateurs, dans toutes mes bases de données, si oui ou non, il y a quelqu'un qui était au courant des malversations en question. » Et donc justement, il y avait toute cette donnée qui était stockée dans différents endroits. On ne savait pas pourquoi elle était stockée, mais elle était là. Et le travail de la Big Data, d'ailleurs, c'était de développer un algorithme pour aller chercher de la donnée pour répondre à une question précise. Ça, c'est un exemple de Big Data. Ok. Laurent, on parle Big Data quand on a échangé avec tout le monde en préparation de cette table ronde. On s'est posé la question de est-ce qu'on est sur du Big Data comme dans les télécoms où on a des millions de données? Est-ce qu'on est comme dans le monde de la banque où on a effectivement des transactions de tous les côtés? Ou est-ce qu'on parle, on a parlé ensemble de smart data? C'est assez surprenant que tu me poses la question de la relation entre la donnée à la banque et l'immobilier. Pourquoi ça tombe sur moi? Je ne sais pas. Effectivement, la question qui relie la data entre la banque et l'immobilier, c'est d'abord la tertiarisation ou la notion de finance et donc de risque, qui est une donnée importante dans la décision sur l'immobilier. On parle de grands agrégats, on parle d'un engagement de consommateurs ou de clients qui réalisent l'achat d'une vie ou d'entreprises qui ont des enjeux importants. Donc la tertiarisation de l'immobilier et la data qui va avec sont évidemment de mise. Alors,
pour répondre à ta question sur la data aussi, la data déjà c'est la connaissance. Alors, pour les particuliers un peu moins, mais pour les entreprises déjà de ce qu'on a, ce qui n'est pas toujours simple, c'est-à-dire une intelligence déjà innée de l'entreprise sur ses bases de données. Mais après c'est la smart data, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux en retirer en termes de données pour faire quoi. Et là ça revient à la question de son usage, de la cible. Il y a la notion d'open data, c'est-à-dire d'ouvrir et d'importer ou d'échanger avec l'extérieur. Alors l'immobilier traite de tout ça, et si on prend encore un point de recul sur le big data pour l'immobilier, vous allez avoir d'abord un angle d'attaque d'usage, c'est l'IoT, l'Internet des objets, la digitalisation de l'immobilier et les capteurs de plus en plus croissants dans l'ensemble des bureaux ou même à domicile vont devenir des capteurs de la donnée, et c'est du big data. Et vous avez évidemment le parcours client et les réseaux sociaux, on vient d'en parler, qui eux sont aussi du big data, c'est de la donnée à l'extérieur de l'entreprise qui participe à l'amélioration de la connaissance. Tout ça, c'est le big data. Un exemple concret, vous rentrez dans un centre commercial, avant on vous demandait de charger l'application, tout ça c'est déjà fini. Vous avez des amis sur Twitter ou sur Facebook, vous annoncez que vous allez chez Zara, le mot-clé est surveillé, il est transmis, vous recevez un bon de réduction en temps réel, mais si en plus on sait que vous venez régulièrement, on peut ajuster ce bon de réduction pour vous pousser à aller chez Zara. Et ça c'est du temps réel. Voilà, une application assez concrète. Un autre exemple, toujours dans les centres commerciaux, maintenant vous entrez avec votre téléphone dans la poche, vous n'avez rien fait, vous venez de passer la porte. Là on capte votre signal Wi-Fi, on ne sait pas qui vous êtes. Mais par contre, on sait là où vous allez aller, devant quel magasin vous allez passer, devant quel rayon vous allez vous arrêter. Et ensuite, derrière, ce que font les foncières de centres commerciaux, c'est comme ils savent, sur 100 clients qui sont rentrés, il y en a 50 qui prennent ce chemin-là, ils valorisent du coup le prix au mètre carré des différentes boutiques en fonction de ces données-là. Ça aussi, c'est une application de la big data. Une troisième. Dans 2 villes de France, on va tester dans un mois de mettre des e-beacons sur tous nos présentoirs Logic-Immo, plus sur toutes les vitrines. Derrière, l'enjeu, ça va être donc d'emmener le consommateur intéressé sur le point de vente, donc dans le lieu physique de l'agent immobilier, mais aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous êtes en alerte pour rechercher un chalet à plus de 500 000 € autour de Grenoble, quand vous allez vous arrêter plus de 10 secondes devant la vitrine de l'agent immobilier, vous allez voir s'afficher dans sa vitrine LED les biens qu'il a en portefeuille qui correspondent à votre requête. Et en plus, l'agent immobilier va recevoir un email qui dit lève-toi là, celui qui est là depuis 15 secondes devant, il est en recherche active et il recherche un chalet à plus de 500 000 €. Ok, justement, on fait le lien, on va faire le lien avec le côté prédictif et le côté qu'est-ce qu'on cherche à deviner. Alors peut-être Laurent. Oui. Avant de parler du prédictif, je vais parler un peu des sites immobiliers et plus particulièrement d'Explorimo. On se donne beaucoup de mal pour faire venir beaucoup de visites et de visiteurs sur un site. Et au final, sur un mois, on va transformer environ 10% de ces visites dans ce qu'on appelle dans le jargon des rendements, c'est-à-dire des demandes d'information et des contacts pour les agents immobiliers ou pour les promoteurs. L'enjeu du big data, en réalité, ce ne sont pas ces 10%. L'enjeu du big data, c'est d'attaquer ces 90% qu'on jette finalement tous les mois ou qu'on utilise pour améliorer le site, mais dont on ne fait aucun usage en termes de service pour l'internaute et pour l'agent immobilier. Le big data, pour moi, c'est d'abord une révolution économique et technologique. C'est le moyen à très peu cher d'aller enregistrer beaucoup de finesse des données, et je suis tout à fait d'accord avec Geoffroy. L'idée, c'est vraiment d'emmagasiner le plus finement des détails dans une future utilisation qu'on ne maîtrise pas encore. C'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup tester et utiliser des algorithmes effectivement de prédiction pour exploiter cette donnée. Alors, si on reste sur les usages, et Julien, on parlait d'un marché de l'immobilier où on n'a pas toutes les informations sur ce qui se passe. Comment est-ce que... Voilà, quelle idée on a et qu'est-ce que permet le big data ? Ouais, je vais rebondir sur ce qu'a dit Cyril. On est en retard par rapport aux Américains. Et j'aimerais citer cet exemple aux États-Unis qui s'adresse directement aux agents immobiliers, qui s'appelle SmartZip.
et qui propose pour un agent immobilier d'analyser une zone, donc un code postal qui correspond globalement à quelques pâtés de maison aux États-Unis, et qui analyse des milliers de données. Donc par exemple, adresse par adresse, ils analysent depuis quand la personne est propriétaire, quel est son encours de crédit qui lui reste, le nombre d'enfants qu'il a, est-ce qu'il a changé de voiture dernièrement, etc. Et ils mixent 2000 variables en permanence pour essayer d'identifier sur 100 maisons quelles sont celles où le pourcentage de chances qu'il y ait une vente dans l'année qui arrive est le plus élevé. Et ça permet donc aux agents immobiliers de concentrer leurs efforts de prospection sur les 20 maisons sur lesquelles le pourcentage de chance est le plus fort, et donc d'obtenir un meilleur rendement. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça génère des leads. La mauvaise nouvelle, c'est que ça implique un effort de suivi des leads dans la durée qui est beaucoup plus important. Et la plupart des agents immobiliers aujourd'hui n'ont pas forcément les outils ou la méthode pour pouvoir le faire. Et donc là-dessus, il y a du progrès à faire. Donc ça, c'est un exemple aux US. Dans notre cas, et par rapport à ta question, nous, on met en place la big data, non pas pour identifier les vendeurs ou les acheteurs sur la base de leur comportement sur notre site. On s'attache à mettre en place des technos de big data sur la production d'informations de marché. Et nous, on est vraiment la référence sur toutes les questions de prix et destination immobilière. Et on répond, grâce à ce contenu construit avec la big data, à la première question qui vient en tête d'un futur vendeur. Et la première question qui vient dans sa tête, c'est quel est le prix de ma maison ou de mon appartement. Et donc, il vient chez nous. Et donc, nous, on a de l'utilisation de la big data pour créer un contenu qui fait venir les futurs vendeurs, mais aussi les futurs acheteurs. Et eux, de manière plus explicite, nous disent s'ils souhaitent vendre dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Ce qui nous offre des taux de qualité et des taux de conversion beaucoup plus élevés que la big data traditionnelle. Alors, restons sur ces exemples Alors, donc là, on a regardé comment rapprocher une information qui n'existe pas sur un prix de marché. Regardons en termes d'usage ce qui peut se passer pour rapprocher justement les comportements dont tu parlais, les comportements des vendeurs ou des acheteurs. Peut-être Geoffroy, et puis ceux qui veulent compléter aussi. Alors, sur le portail Se Loger, ça s'est fait actuellement, c'est-à-dire qu'il y a une mesure, dans la partie qu'on appelle contact enrichi, il y a au niveau du demandeur, on essaie de qualifier la chaleur du contact, c'est-à-dire est-ce que c'est un demandeur qui est en train de revenir plus souvent sur le site, qui consulte plus fréquemment et plus longtemps, pour pouvoir vous apporter cette notion, afin de commencer à déterminer un demandeur qui est donc plus actif versus moins actif. On n'en est qu'au début, mais l'idée, c'est toujours de vous apporter une information de plus en plus fine, de plus en plus qualifiée, pour que vous sachiez si vous êtes plutôt en amont du parcours de vente ou bien en aval du parcours de vente, et pour que vous puissiez faire votre travail suivant vos différentes méthodes justement par la suite. Okay. Oui, tu cites effectivement. En fait, on essaie de déduire du comportement de l'internaute finalement son projet. On sait toujours qu'un internaute rechigne beaucoup à expliciter son projet sur un site en ligne, et on essaie à partir du comportement d'essayer de trouver des indications. Par exemple, s'il switch entre une annonce, une rubrique de vente et une rubrique de location sur le même... j'espère qu'on ne va pas se faire écraser par le camion. Entre le même rubrique de vente et la même location, et qu'il switch entre les deux, peut-être qu'il essaie en fait de comparer des prix de location et des prix de vente pour faire un investissement locatif. Ça peut être une indication finalement, et on va lui proposer des biens bien sûr en investissement locatif. Et tu parlais effectivement de l'intensité de la recherche. On peut aider à qualifier des leads en prospect chaud, c'est-à-dire que s'il intensifie sa recherche et qu'il partage son annonce avec d'autres personnes, il est probablement dans une phase d'aboutissement. Apporter peut-être un petit peu de relativisation à tout ça en termes de chiffres. Big data égale des téraoctets de données. Il faut quand même être humble sur le marché français, puisqu'il y a, source notaire, 726 000 transactions sur les 12 derniers mois glissants, qu'un achat se fait tous les 8-9 ans seulement en moyenne. Donc ces données accumulées, elles vont servir sur peu de temps, et Google nous dit que la recherche immobilière sur Internet en France, elle est d'une durée de 77 jours. Donc tout ça étant dit, on voit bien que les données qu'on collecte, elles vont être soit intéressantes, mais assez vite obsolètes, et qu'il faut vraiment avoir beaucoup de sources différentes pour les rendre très fiables.
Est-ce que vous avez des idées de sources, justement Je voudrais compléter la partie de Cyril, parce que on n'est pas évidemment comme les Américains, mais on peut faire quand même de la big data ou de la smart data. En fait, peu importe pour moi le volume. Derrière le côté big data, il y a aussi des architectures techniques dont on va se passer là des termes, mais qui permettent également de faire des traitements en temps réel. En fait, derrière le terme big data, il y a aussi la capacité à traiter en réel la donnée. C'est ce qu'offre aujourd'hui la technologie. Donc, pour moi, par exemple, des logs d'un site web, on est capable aujourd'hui de faire, sur un site web qui fait quelques millions de visites, de faire de la big data. Pour moi, ce n'est pas un inconvénient, en fait. Laurent ? Je vais continuer sur la qualité des data qu'on connecte, mais je vais quitter la valeur d'usage de l'internaute. Le big data, si on regarde aux États-Unis, la manière dont les Américains, en plus, ont complètement décomplexés sur la commercialisation de la data, enfin, ils n'ont pas les problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure, sont capables dorénavant de prévoir ou de prédire la valeur d'un bien en fonction de l'accumulation et de la convergence des données de son environnement. Si vous croisez le critère de taux de plomb, de taux de dessert de taxi, de crime, de parking, de taux d'oxygène d'un quartier, vous avez une carte entière de New York qui est complètement reconfigurée. Vous avez des zones blanches, des zones où la valeur actuelle ou future du bien, si rien n'est changé, peut être dégradée. Donc ça, c'est un premier point. On parlait tout à l'heure, Laurent, de données en temps réel. Une start-up qui s'appelle Open Door vient d'émerger. Elle achète cash votre bien en moins de X minutes. Je ne connais pas exactement le process. Le principe est le suivant. Ils sont capables d'identifier avec votre adresse sur la convergence de tous ces critères si votre bien a une valeur actuelle ou future à la revente, et donc sont prêts à vous payer cash votre bien, moins bien évidemment une certaine marge qu'ils prennent, mais c'est dans l'immédiat. Parce qu'ils sont quasiment sûrs, d'une part, de la valeur, du temps de revente et de la valeur de revente. J'aimerais rebondir sur le volume de données. On est d'accord, il y a des enjeux de volumétrie de données pour pouvoir techniquement parler de big data, mais il faut dépasser ce cadre-là purement technique. Ce qui est important, c'est plutôt l'usage qu'on va en faire. Cyril citait qu'il y avait à peu près 750 000 transactions par an effectivement dans l'immobilier ancien. Donc on est dans un contexte d'information rare. Pour donner un exemple plus précis, à Paris, il y a une transaction par immeuble tous les 2 ans. Donc nous qui éditons une estimation de prix au mètre carré, immeuble par immeuble, sur Paris et les grandes villes de France, réactualisée tous les mois, il est évident qu'on a un problème. Et donc c'est là où la science et les mathématiques et les nouvelles capacités qu'apportent aujourd'hui les progrès informatiques ont apporté, qu'on est capable, avec très peu d'informations, finalement, de produire, enfin très peu de données brutes, de produire beaucoup d'informations. Et donc la question, c'est, il y a les données qu'on peut observer, donc les transactions, mais il y a aussi quelles sont les données qu'on est capable d'observer de manière un peu moins explicite, comme le comportement des internautes. Je pense qu'effectivement, chez Se Loger, Logikimo, ou même chez Explorimo, vous exploitez très fortement le parcours des acheteurs ou des locataires pour essayer de déduire quelles sont les zones les plus demandées, etc. Et nous, on a essayé de mettre en œuvre ça sur la donnée non explicite, qui est que quand un internaute estime son bien, il nous déclare s'il est propriétaire ou pas. Et s'il n'est pas propriétaire, on lui demande s'il est acheteur ou pas. Et donc en analysant cette donnée qui n'est pas forcément prévue pour ça, et en travaillant la donnée, en la filtrant, en la backtestant, on a réussi à observer finalement des rapports de force entre les acheteurs et les vendeurs au niveau local, ce qui nous a permis de créer un indicateur de tension immobilière qui permet de prédire l'évolution des prix sur les 6 prochains mois dans une zone, alors que c'est une donnée qui était à la base pas prévue pour ça. Et donc on produit cet indicateur sur Paris, Lyon et Marseille depuis plus de 3 ans. On analyse bien sûr la fiabilité de nos prédictions dans le temps, et depuis 3 ans, il s'avère être hyper fiable par rapport à la réalité du marché. Donc ça, c'est un exemple typique de ce qu'on peut faire sur la base du comportement des internautes, sur la base du peu de connaissances qu'on a finalement d'eux, rien qu'en sachant qu'ils sont acheteurs ou vendeurs, et en fonction de ce qu'ils font sur notre site, on est capable d'observer des rapports de force comme ça, et donc d'en décliner des indicateurs. Si on regarde les différentes sources, là on a parlé justement de pouvoir analyser sur base de comportements de personnes. Peut-être avant de passer justement sur ces personnes et quel impact pour nous en tant qu'individus, Laurent, est-ce que tu peux compléter un petit peu sur les sources qui viennent justement de l'Internet des objets, du bâtiment connecté, etc. Montrer qu'il y a des choses qui se passent aussi là-dedans qui font que tout se rejoint. Là, on a parlé beaucoup du parcours client sur Internet, mais évidemment, comme je disais en introduction, le Big Data va intégrer et lier
différents segments de la donnée dans l'immobilier. Donc l'une évidente, c'est la valeur d'usage. Alors après, vous mettez les critères que vous voulez de bien-être d'un occupant dans un immeuble de bureau par l'interconnexion de chacun de ces occupants avec leur smartphone et les capteurs qui sont intégrés. Donc on peut aller jusqu'à du property management, du facility management qui peut être complètement digitalisé. C'est un point effectivement important. Et l'immobilier va de toute façon se trouver confronté, alors je prends encore volontairement du recul puisqu'on parle de la donnée au sens général du terme, avec la naissance du BIM, c'est-à-dire l'obligation, en tout cas si on ne le fait pas ça va devenir compliqué pour un certain nombre de promoteurs, d'avoir un avatar digital d'un immeuble qui va vivre le temps d'un immeuble, auquel sera connecté évidemment toutes les données de l'immeuble. Alors les plans AutoCAD deviennent digitaux évidemment, mais pas que. Vous allez avoir donc les données comportementales de l'immeuble, sa capacité à retenir de l'occupant, et puis toutes ces données vont servir aussi à l'investisseur, et puis toute cette information va servir à une aide à la décision, à la gestion du risque sur des taux de rendement. Tout ça, c'est la big picture, j'allais dire, au niveau plutôt immobilier professionnel, de ce que le big data peut donner, l'équivalent, le pendant de ce dont on a parlé sur la partie logement. Bon alors, je voudrais qu'on aborde la partie impact au niveau des personnes. Finalement, quand on écoute, en regardant ce que fait un internaute sur un site, en regardant le comportement d'un immeuble et en repérant par des drones tout ce qui se passe, on sait plein de choses et on devine tout sans que personne n'ait vraiment son mot à dire. Alors est-ce que l'immobilier devient complètement déterministe ? Alors sur le drone, je vais répondre, c'est à ce point qui est assez important. Prenez Dassault. Dassault modélise depuis maintenant de nombreuses années un certain nombre de plateformes. Et Dassault, en modélisant notamment les plans 3D, accède à la programmation des robots et donc développe de plus en plus de programmes pour les robots. La donnée dans l'immobilier pourrait donner naissance à un certain nombre de services industrialisés basés sur l'exploitation de cette donnée. Alors des drones, oui, pourquoi pas. Des drones qui automatiquement vont évaluer les fuites thermiques d'un immeuble ou d'une façade à taux réguliers, ou bien éventuellement des drones dont le circuit et la vérification d'un certain nombre d'indicateurs dans un immeuble. Donc ces drones participeraient à la gestion technique d'un immeuble. Donc effectivement, derrière la donnée, il y a cette notion d'industrialisation de services. Pourquoi pas ? Donc ça va franchir l'homme d'un certain nombre de contraintes. Il ne faut pas oublier que tout ça, ça a aussi vocation à soutenir aussi du bien-être de l'utilisateur et de l'usage, soit dans la recherche de son bien, soit dans la vie au quotidien et l'interaction qu'il a avec l'immobilier au sens très large du terme. Moi, je pense que personnellement, la boule de cristal, j'y crois pas. Le déterminisme absolu, j'y crois pas non plus. Il y a certainement un mouvement de fond où on est capable de capter de plus en plus de données, de les exploiter et de les exploiter beaucoup plus vite qu'avant. Donc c'est de l'aide à la décision qu'on essayait de traduire à travers des exemples très concrets pour vous, professionnels de l'immobilier. Et au final, la question, c'est quel bénéfice pour le particulier ? Moi, je pense qu'après 50 ans d'avoir subi de la télévision où on nous balance des pubs qui ne nous intéressent absolument pas ou de médias dans la rue absolument pas ciblés, l'intérêt pour moi de la donnée, c'est du ciblage beaucoup plus précis, avec une bien meilleure opportunité et qui fait que ça changera, moi particulier, ma relation à la publicité, qui ferait que je deviendrais beaucoup moins fermé par rapport au sujet, mais je sais que quand une entreprise extérieure me contactera, c'est de manière beaucoup plus pertinente, et donc ça peut changer pour moi ma relation au commerce à tiens oui, s'il me contacte, c'est qu'il a étudié que je travaillais là, que je gagnais tant, que c'était l'heure pour moi de bouger, et donc son coup de fil a du sens. Alors qu'aujourd'hui, quand le samedi matin je reçois 15 coups de fil, j'ai plutôt tendance à vouloir raccrocher instantanément. Pour moi, c'est ça le bénéfice que je peux voir à quelques années du big data concrètement dans la vie du particulier. Sur les données, le particulier, il faut quand même aussi se redire, donc pas beaucoup de données, 77 jours de recherche sur Internet mesurés par Google, et puis en face, c'est quand même des gens. Et ces gens, quand on discute, quand ils rentrent, quand ils ouvrent la porte d'un agent immobilier, souvent, je recherche un 3 pièces dans le 17e, et puis très souvent, dans 80% des cas, la demande initiale
3 mois après, elle va se concrétiser par autre chose, parce qu'il y a le principe de réalité, des coups de cœur, la possibilité d'emprunter, et ainsi de suite, qui font que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut imaginer. Amazon, il change, je crois, plus de 13 000 fois par seconde ses prix en fonction de l'offre et de la demande, donc il a des volumes en temps réel colossaux. Là, on n'a pas ces données. Par contre, savoir que sur la masse des personnes qui recherchaient un 3 pièces dans le 17e et qui, in fine, ont terminé par une maison à 700 000 à Bécon-les-Bruyères ou à tel endroit ou à tel endroit en telle fourchette de prix, ça, c'est super intéressant pour l'agent immobilier parce qu'au début, il a eu le contact avec la personne qui était intéressée. Après, il a perdu le contact et il aurait pu avoir cette maison à proposer. Mais s'il sait que le parcours, l'évolution sur 77 jours, ça passe du 3 pièces à Paris dans le 17e vers une maison à tel ou tel endroit, il peut relancer et proposer. Et ça, c'est en ayant des données macro du big data qu'on peut essayer de prévoir ça et qu'on peut être plus proactif et de faire plus de ventes. Donc en ciblant mieux, en ayant quelque chose qui corresponde en vrai aux besoins, à mon besoin, à moi en tant que client. Oui. Ça me fait penser à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Auxquelles j'avais pas pensé. Laurent ? Pour nous, le big data, c'est tout simplement, et pour l'internaute, un moyen de mieux organiser la rencontre entre l'offre et la demande. Tout le monde a en référence le système Netflix et la recommandation finalement de films sur Netflix. Ça rend à notre portée, de façon un peu plus humble finalement, de tels outils pour nos internautes. Pour moi, c'est ça la grande révolution. C'est plutôt que de faire une recherche classique dans un site, enfin ça ne vient pas en substitution, ça vient en complément. On vient présenter des offres qui intéressent aussi d'autres internautes et qu'on vient représenter à l'internaute initial. Voilà, pour moi, ça c'est déjà un impact, une première étape, en tout cas pour déjà proposer un premier service issu de la big data. Et puis après, en travaillant cette data, probablement il y aura d'autres services qu'on pourra imaginer. On a déjà fait pas mal le tour sur les usages du particulier. Non, nous, on est toujours dans cette logique de donner le pouvoir au particulier par rapport à son projet. C'est quelque chose de critique dans sa vie. Généralement, il va consacrer les 3/4 de son patrimoine dans l'achat de son logement. Et donc, nous, notre credo, c'est de lui fournir les meilleures informations pour prendre la bonne décision. Et donc, en permanence, nous, on travaille sur des outils pour lui aider à mieux appréhender le marché. Donc, on a commencé par les prix, puis par son évolution. Et donc, il y a pas mal de déclinaisons d'outils qu'on peut prévoir demain pour l'aider à faire des choix plus éclairés par rapport à son projet, parce que c'est quelque chose de critique. Voilà, c'est au cœur de la vie des gens, c'est au cœur de leur vie patrimoniale, c'est au cœur de leur vie familiale. Donc le projet immobilier est central. Et donc du coup, avoir des outils qui lui permettent de faire des meilleures décisions, c'est extrêmement précieux. Et la big data, très clairement, compte tenu du fait qu'il y a peu de données dans l'immobilier, mais qu'il y a quand même des signaux qui peuvent être utilisés pour mieux comprendre un marché et mieux appréhender un marché, il est évident qu'on va voir apparaître des outils qui vont permettre au particulier de réussir son projet et de le faire d'une manière plus facile. Donc simplifier la vie du client et lui apporter un autre regard sur sa recherche pour que du coup il rende plus confiant dans son projet immobilier. Est-ce que, avant de donner la parole à l'Assemblée et pouvoir répondre aux questions que vous pourriez poser à nos intervenants, je vous propose comme dernier petit temps dans notre échange de pouvoir revenir sur un point qui pour vous marque vraiment un changement important ou quelque chose que vous souhaiteriez retenir de ce sujet du big data pour l'immobilier. Non, plutôt au tout début, je disais que si on ne se bougeait pas versus les Américains, Facebook, Google, qui étaient déjà dans la place et qui avaient déjà bien plus d'informations que nous tous réunis dans cette salle, en même temps, il ne faudrait pas arriver non plus à n'importe quoi. C'est-à-dire qu'un peu en prospective science-fiction, j'aimerais pas, par exemple, que demain, parce que je n'ai pas payé une échéance, demain sur Logikimo, je ne vois plus la maison dont je rêve parce qu'on sait que j'en ai pas eu les moyens il y a 2 ans, par exemple. Donc, j'aimerais pas que la big data devienne n'importe quoi. Pour la big data,
aussi en introduction, c'est une vraie révolution. Et en tout cas, vraiment d'un point de vue plus technique et plus IT aujourd'hui, tous ces modules sont aujourd'hui accessibles en fait, par n'importe quel développeur. Et c'est une révolution qui est en marche et qui d'ailleurs tape absolument tous les domaines, l'immobilier, l'assurance, la banque. Et c'est vrai que je ne pense pas qu'on puisse beaucoup lutter. Par contre, c'est vrai que sur l'usage, c'est en testant et puis en improvisant, bon, je ne vais pas y arriver, enfin bref. En improvisant. Qu'on va pouvoir trouver les services liés à cette donnée. J'avais déjà fait la conclusion juste avant. Moi, le but en démarrant ce débat, c'était pour un que vous ressortiez pour ceux avec qui le concept n'était pas clair de Big Data, parce qu'on en entend parler tous les jours dans les médias. Donc l'idée que je retiendrai, c'est qu'il s'agit de données en masse, de sources différentes, qui peuvent provenir et non pas d'une seule base de données, et qu'on peut traiter au besoin en instantané, ce qu'on ne savait pas faire avant. Et pour quel bénéfice ? Pour moi, c'est pour un service qui soit beaucoup plus pertinent, beaucoup plus ciblé pour l'individu. C'est ça à terme ce que je vois, et je pense qu'on en est au tout début dans l'immobilier. On le voit bien à travers nos différents exemples. On a quelques applications chacun de nos côtés. C'est une quête entrepreneuriale, c'est-à-dire que ça commence avec ces quelques premiers exemples et puis ça va s'enrichir au fur et à mesure. Et soit on peut se dire on en a peur, on veut surtout pas y aller, soit on se dit faut y aller, allons-y à notre rythme et ça apportera justement, tout en gardant à l'esprit en permanence, qu'est-ce que ça apporte au particulier au final, quel est l'intérêt de la chose pour le particulier, et ça, à mon avis, c'est le chemin qui nous emmènera au bon endroit. Laurent ? C'est la création de valeur, de la valeur d'usage, de la gestion du risque, la création de valeur pour les particuliers et les professionnels. Terra Nova, Big Data, c'est-à-dire qu'on arrive dans un territoire nouveau, accumuler les données, on sait tous faire, jouer aux écureuils avec des noisettes, on sait tous accumuler. Maintenant, il va nous falloir de l'intelligence pour savoir ce qu'on cherche et comment on crée cette valeur par rapport à ce minerai fantastique qui s'accumule. Capgemini disait que c'est des gisements de croissance beaucoup plus forts que le pétrole, l'exploitation de données. Donc il va nous falloir une sacrée intelligence analytique et on ne trouvera pas ce qu'on cherche si on ne sait pas ce qu'on cherche. Et là, c'est le grand challenge pour le Big Data. Merci à tous. Alors, est-ce que dans la salle, il y a des questions ? Je ne sais pas s'il y a un micro. Bougez pas. Restez là. Oui, bonjour. Moi, je suis constructeur de maisons individuelles. Mais donc, je voulais aborder le problème de l'utilisation des données que vous, en tant que site d'annonces immobilières, et de gros sites d'annonces immobilières, vous pouvez collecter par l'intermédiaire des dizaines de milliers d'annonces qui sont diffusées sur vos sites. Donc certes, elles nous apportent du contact, mais ces contacts ne nous appartiennent pas puisque vous les revendez éventuellement à nos concurrents lorsqu'ils vous demandent de faire du mailing ou du SMS ou des choses comme ça. Donc est-ce que quand vous jouez avec ces données-là, est-ce que vous ne vous positionnez pas un petit peu en concurrence de nos outils de communication? Est-ce que vous devenez, au-delà d'un outil de communication que vous devriez rester, je pense, ou être du moins, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous comptez faire de ces données à terme? Merci. Je vais y répondre. Hein. Enfin, c'est une vaste question. C'est la question de notre métier. Hein. Et c'est pas lié au big data. C'est lié à ce qu'on appelle le classified, les petites annonces. Et c'est la même chose en auto, en IMO, en emploi, sur tous les sujets. Notre métier, moi, si je le redis autrement sur Logic Immo, que ce soit sur le print, sur le web ou sur le mobile, on est un média. On crée de l'audience, on investit là-dessus. Cette année, on aura mis plus de 14 millions d'euros d'investissement en marketing pour faire venir des gens sur nos différents médias. Et on crée un rendez-vous et on le revend en morceaux. Voilà, si je caricature ce qu'on fait. Alors évidemment, ça passe par plein de produits, plein d'offres, comme vous avez vu avec Criteo, plus innovantes les unes que les autres. On essaie de faire des choses différentes. Et effectivement, souvent, on entend un agent immobilier qui vous dit « mais je ne comprends pas, vous devriez me
me payer puisque je vous apporte mon contenu. On a des clients qui nous disent ça. Donc, où se crée la valeur? Comment elle se crée? Est-ce que c'est avec vos maisons? Est-ce que c'est votre offre? Est-ce que c'est le média? Je pense que c'est l'ensemble des deux. La valeur, encore une fois tout à l'heure, on sait quels sont les contacts plus ou moins chauds, mais j'ai quasiment pas d'infos, comparaison à vous. Quand la personne vous téléphone ou vous envoie un email, vous savez qui elle est, où elle est, son endettement, son projet. Vous allez échanger avec elle et avoir 10 fois plus d'infos que ce que j'ai. Donc moi, ce que je peux revendre à date, c'est rien. Je ne sais pas, je reprends mon exemple tout à l'heure de Montauban, je sais que des gens sont alertistes intéressés par Montauban, so what, mais j'ai pas des masses de données pour être franc. Donc je me sens pas en situation concurrentielle ou conflictuelle avec votre métier. Pour moi, on fait pas du tout la même chose et je ne revends pas une donnée hyper précise, hyper qualifiée à un de vos concurrents d'après quelqu'un qui a répondu à une de vos annonces. D'autres questions sur les usages d'aujourd'hui, de demain, dans le monde de l'immobilier? Oui, bonjour, merci pour les informations. J'avais juste une petite information en vous écoutant. Je voulais savoir un petit peu quel est votre, en tant que grande sphère en France, de différents aspects de l'immobilier, quels sont vos investissements en termes d'extraction de données? Est-ce que vous avez dans votre équipe des data miners, des data scientists, des chief data officers? Quel type d'investissement vous mettez dans ces fameuses statistiques, l'extraction des données? Et ce que vous mettez pour parler des exemples des États-Unis, en parlant de big data et de smart data, est-ce que dans l'actualisation des données, est-ce que vous avez déjà eu vent de techniques telles que le machine learning, par exemple, dans vos processus? Voilà. Alors ça, je peux répondre effectivement. Oui. Oui. Alors, par exemple, sur Explorimo, on a récemment, depuis le début de l'année, dédié en fait 2 développeurs complètement tournés vers l'exploitation des architectures big data. Alors en termes technologiques, c'est vraiment, alors je suis désolé d'utiliser ces termes, c'est le framework Hadoop en fait qu'on met en place sur nos sites avec ce qu'on appelle des modules de prédiction. Alors tout ça, modules de prédiction, c'est ce qu'on appelle. Alors qu'est-ce qu'on appelle le machine learning? C'est d'apprendre à partir de l'historique des données et faire une prédiction à partir de l'historique de données, notamment arriver à prévoir ou à classer des données dans certaines catégories. Voilà, c'est le type en tout cas d'infrastructures. Ce sont des gens qui sont plutôt d'origine technique du développement et qui prennent dans le monde de l'open source, de tout ce qui est fondation Apache d'un point de vue technique, et qui viennent finalement charger des modules dans leur univers de développement et qui jouent avec cette donnée qu'ils ont collectée sur les sites. Oui, nous, très clairement, ça fait 7 ans qu'on a créé la société et depuis le premier jour, on a décidé d'investir massivement sur cette équipe de data. Donc, on a typiquement un Chief Data Officer avec toute une équipe pluridisciplinaire avec donc, des chercheurs qui sont vraiment issus du monde académique et des profils plus spécialisés sur le plan technique qui sont rompus à l'exercice de coder des algorithmes, de modéliser des algorithmes et de traiter la donnée. Donc, la big data, c'est un métier qui est nouveau, donc on assiste effectivement à la création de nouveaux jobs. Donc il y a les data scientists, il y a les scientifiques, il y a les mathématiciens, il y a vraiment les purs codeurs sur le plan technique pour traiter les enjeux que ça suppose sur le plan de l'architecture, du stockage et du traitement et du temps de calcul de l'ensemble de ces données. Et donc très clairement, on a dû investir très massivement en ressources humaines pour pouvoir créer tout ce qu'on a créé, parce que sinon on n'aurait pas pu faire tout ça. Voilà, parce qu'il y a un mythe qu'il faut un peu désacraliser. C'est pas parce qu'on donnerait, prenons l'exemple de la base des données des notaires, tout le monde souhaiterait effectivement qu'elle soit ouverte, mais on aurait beau la mettre à disposition de l'ensemble du marché, très peu de gens finalement seraient capables de produire l'information que nous on produit, parce qu'il y a une grosse phase d'enrichissement de la donnée. Et la donnée brute, il faut la faire parler, donc il faut la transformer en information. Et ça, c'est du boulot. Voilà. Pour compléter la recherche de talent, je
décale un peu le sujet. Vous avez parlé de data miner, data scientist. Il faudra aussi data designer. Parce que restituer de la donnée sous forme d'Excel, peut-être qu'une partie des gens adorent, mais il y en a d'autres qui préfèrent des couleurs, des camemberts et de l'aide à la décision. C'est ce dont on parle ici, c'est-à-dire la capacité à extraire de la donnée du sens et à la rendre exploitable pour une force de vente, et pourquoi pas, et c'est un sujet aussi qu'on peut évoquer, vous parlez d'investissement en compétences, c'est probablement des enjeux aussi importants, il n'y a pas que de l'infrastructure. Des vendeurs qui, demain, vont devenir des vendeurs online, c'est-à-dire des compétences particulières qui exploiteront toutes ces plateformes pour détecter les signaux faibles, les rassembler et engager. Donc, ce big data challenge quasiment toute la chaîne de valeur d'une entreprise, sans parler bien sûr des structures IT fermées qui doivent s'ouvrir ou importer et des échanges qui vont avec. Donc, data designer, mais pourquoi pas data vendeur? C'est-à-dire l'intelligence analytique qui permet d'engager en amont sur les réseaux sociaux ou sur des parcours clients spécifiques, des leads qui vont devenir chauds, puis devenir des prospects et des clients. Peut-être une dernière question, je vois que le temps passe. Une dernière question avant qu'on termine cette table ronde, on a un peu dépassé. Bon. Donc je voudrais qu'on remercie nos participants pour leur implication dans cette table ronde. Merci à vous.